Et nous sommes de retour, ça y est. Alors, Monster Hearts, c'est un jeu créé par Avery Adler. Est-ce que vous pouvez nous présenter le jeu et un peu son histoire? Comment il vous est arrivé entre les mains? Alors, c'est un jeu qui a une longue histoire finalement. Parce que ça, c'est la deuxième édition. Mhm. Mais donc au départ, c'est un hack d'Apocalypse World. Et il y avait des inspirations pour l'autrice, voilà, au niveau de Ginger Snap, qui est un film pas forcément très connu sous nos latitudes, mais aussi de Twilight, où, même si je suis pas très fan de Twilight, voire pas du tout en fait, où il y a eu une espèce de réaction où Twilight se faisait un peu bâcher, selon l'autrice, euh, pour des raisons sexistes selon elle, parce que en gros, oui, c'est pas très bon, mais il y a plein d'autres trucs qui sont pas très bons et qui se font pas attaquer à ce niveau-là. Et pour elle, c'était essentiellement dû au fait que c'était quelque chose qui était identifié comme féminin pour un public féminin. Donc il y a une sorte de réaction par rapport à ça. Et pour le coup, en fait, le jeu est venu aussi pour toutes ces raisons, pour toutes ces inspirations-là. Après, quand elle a travaillé sur la seconde édition, là, qui est celle qu'on traduit, il y a eu d'autres choses qui sont venues s'ajouter, notamment sa transition. Et voilà, c'est du coup vraiment un jeu qui, je pense, a une dimension un peu intime, parce que, comme beaucoup de jeux de rôle, c'est à la fois un mélange d'influences d'autres œuvres de fiction, où bah tiens, on a envie de jouer à Buffy, nous aussi. Mais aussi là, il y a vraiment une dimension qui est vraiment de l'ordre de quelque chose du vécu, quoi. Et ces notes de conception, on les traduit dans le supplément. Voilà, c'est un truc qui s'appelle Mon Ah, cher journal, chouette. où elle l'explique. Et donc, du coup, ça sera traduit dans le supplément. Et c'est vraiment super intéressant. Parce que elle parle aussi beaucoup de game design, elle donne des conseils qui sont vraiment très très pertinents. Et à ce titre, je trouve que le jeu, il a une histoire qui est pas forcément comme les autres. Voilà. Quand tu dis supplément, c'est le livre 2, c'est ça? Ou Oui, tout c'est à fait, encore le autre chose? Ok, volume 2. le volume C'est le 2. volume 2, ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter le jeu en lui-même, hein? Oui, tout à fait. Monster Hearts, c'est un jeu où on joue des adolescents. Donc des gens dont le cours change pas forcément comme ils ont envie, qui se retrouvent à devoir gérer des hormones, qui se retrouvent à devoir gérer un lycée avec des règles hiérarchiques euh, clairement, comment dire, je veux dire handicapantes, en tout cas clairement gênantes, imposées, quoi. Les règles elles-mêmes étant parfois claires, parfois non, il faut savoir les décoder. Et qui doivent gérer tout ça, leur environnement, enfin plein de choses pas très simples finalement. Et comme ça suffisait pas, il se trouve que ces lycéens sont en plus des monstres. Donc par monstres, c'est des vampires, des loups-garous, des fantômes, ce genre de choses. Et donc le jeu va tourner autour de ces personnages-là, et l'histoire, ça va vraiment être comment est-ce que ces personnages qui sont à fleur de peau, en fait, pour qui tout est un peu complexe, vont gérer leur quotidien, les relations avec les autres. Est-ce que une des questions sans doute les plus fondatrices du jeu, qui résume le plus à quoi ressemblent les parties, c'est dans quelle mesure est-ce qu'ils vont faire les efforts nécessaires pour s'intégrer, et dans quelle mesure ils vont tout envoyer chier. Euh, Peut-être que dans la façon dont je l'ai dit, on voit qu'il y a une option qui est préférée, mais on peut faire les deux. Voilà, je sais pas si tu veux ajouter autre chose. Non, je pense que tu as résumé ça de façon assez complète. C'est un jeu qui permet de faire pas mal de choses, en fait, de l'horreur classique, en passant par l'horreur sociale, avec aussi pas mal tous les codes de l'urban fantasy, mais aussi des trucs hyper légers, un peu teenage drama, et du drama, pas léger, avec des histoires d'amour, de trahison, etc., etc. Et il arrive à marier tout ça avec beaucoup de brio et de cohérence. Et ça, c'est vraiment une de ses forces, je trouve. Ok. Donc
on sait un peu de quoi ça parle en surface. Et si on creuse un peu, est-ce qu'on peut trouver des thèmes sous-jacents ou... Sous-jacent et même explicitement avoué, il y a effectivement tout ce qui est lié à l'adolescence, mais tout ce qui est lié aux discriminations aussi. Donc ça va être beaucoup tout ce qui est lié à la question queer, on va dire. Voilà, sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle. Ça, c'est une part importante du jeu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le racisme qui est évoqué dans le jeu. Donc d'une façon générale, en fait, ça creuse vraiment la façon dont on s'inscrit dans le monde, quel rapport on a dans le monde, pourquoi le monde il nous rejette, pourquoi on a quand même envie d'en faire partie, et comment on va se débrouiller avec ça, et quelle place on va y trouver. Je pense que vraiment, pour moi, le cœur du jeu, il est là, avec des possibilités d'évolution diverses et variées. Donc, soit aller franchement dans le chaos et tout péter et vraiment se rebeller contre ça, se conformer et s'effacer, et un truc avec les actions d'adultes qui sont une des possibilités d'évolution du jeu, où on va essayer de gérer ça de façon peut-être un peu plus saine et un peu moins toxique. Et voilà, dans le côté un peu aussi, qu'est-ce qu'on va explorer de façon sous-jacente, il y a vraiment les pires côtés, on va dire, tous les côtés obscurs de l'adolescence. Pas que, hein, mais qui sont vraiment très développés dans l'adolescence, les relations toxiques, l'addiction, la manipulation, voilà, tout ça. Donc Monster Art, un peu à la manière de Buffy, sous ces airs de jeu où on va aborder des trucs un peu légers, en fait, creuse des thèmes très profonds sans en avoir l'air, sans nous brusquer, sans nous y obliger, tout en nous donnant beaucoup de fun. Voilà, effectivement, implicitement, il y a toute cette richesse dessus, quoi. Ok. Après, comme tu le disais, c'est que moyennement implicite dans le sens où le texte est très clair là-dessus. C'est un des préceptes d'Avril Adler, d'ailleurs, de dire la métaphore, elle n'a pas besoin d'être subtile, en fait. Elle apporte plein de choses. Alors, c'est vrai que le jeu ne dit pas tout ce qu'a dit Coralie, même si c'est clairement contenu à l'intérieur, mais sur ces aspects, sur le fait de jouer un monstre, on peut pouvoir jouer tout ça, en fait. Ça a aussi plein d'avantages. Pour les vieux rôlistes comme moi, ça a l'air un peu surprenant. Dans le sens où se dire, pourquoi, si c'est pour jouer tout ça dans un lycée, la vie des adolescents, pourquoi est-ce qu'on rajoute les monstres, en fait? Et les monstres, c'est un moyen très très clair de compartimenter le jeu, de dire de quelle thématique on va parler. C'est un moyen très efficace aussi de pousser les joueurs à avoir à faire que les personnages aient des attitudes qu'ils auraient du mal à justifier sinon. Par exemple, quand on joue un vampire, le fait de forcer quelqu'un à faire quelque chose parce qu'on est capable de l'hypnotiser, ça se fait tout seul. C'est pas, on va pas se demander 50 fois si on le fait ou pas. Si on devait juste jouer des lycéens normaux au sein de son groupe de joueurs, peut-être qu'on n'oserait pas en fait. Peut-être qu'il y a plein de trucs qu'on ferait pas. Alors que si on est un loup-garou, le fait d'être un petit peu choupolé et de plutôt chercher à décrocher les mâchoires des gens que les convaincre, on comprend. On comprend, on a ce genre de comportement sans problème. Alors que si on jouait juste des adolescents et qu'on se mettait à se foutre des peignes dans la tête, là, tout le monde dirait mais pourquoi tu fais ça, c'est pas réaliste, c'est pas machin. Donc ça aide à provoquer ces situations aussi qui vont nourrir le jeu. Ça grossit le trait de personnalité, quoi. Ouais, puis ça fournit un alibi aux joueurs. Alors pas pour se comporter comme des je ne sais quoi, mais ça permet de peut-être lâcher un peu de lest et de pouvoir plus jouer en fait. C'est des choses qui sont, dont on est avec Coralie assez admiratif parce que ça a l'air bizarre au début et en fait c'est très très finement fait en fait. Moi j'ai vu des retours de personnes qui veulent pas jouer à Monster Hearts parce que ils parlent de leur expérience passée justement au lycée, victime de harcèlement, etc. et qu'en fait ils ont pas envie de revivre ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Clairement, s'ils veulent pas jouer au jeu, il faut pas y jouer.
Oui, non, mais est-ce Non. qu'il y a des points qui justement pourraient les aider à traverser ça ou... Bah, ouais, ça se comprend tout à fait. Après, c'est compliqué à dire parce que la relation de tout le monde, elle est différente là-dessus. Mm, Ça dépend vraiment de l'histoire de chacun. Donc, moi, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aimer jouer à Monster Heart justement parce que ça me permet d'exorciser certaines mm, choses, ou au contraire d'en explorer complètement d'autres et de me détacher en mode bon ben. En gros, je vais essayer cette mue qui est probablement la plus éloignée de celle que j'étais, etc., etc. Mais après, dans le jeu, il y a quand même en fait, les thèmes difficiles, ils sont pas abordés n'importe comment. Il y a quand même tout un chapitre qui explique comment les aborder et comment le mm. faire de façon qui soit la plus saine possible, en fait. Donc déjà, il y a des outils pour aborder les sujets difficiles, hein. On n'est pas lancé là-dedans en mode allez, c'est parti. Et je trouve que l'approche d'Avril Alder, elle est intéressante parce que elle dit en gros qu'on joue à ce jeu pour se souvenir notamment parce que les personnages sont fascinants, parce qu'ils sont faciles à aimer et à détester, et voilà, et que on se souvient de ces personnes qu'on a été et qu'on est parfois encore, et que peut-être il y a un côté où il y a peut-être encore des choses pour nous à aller voir du côté de notre adolescence, quand bien même nous sommes adultes. Et je trouve que c'est une approche, moi en tout cas, qui me parle beaucoup. La première fois que j'ai lu, ça m'a vraiment émue parce que il y a effectivement un côté charnière, évidemment, dans l'adolescence où on Mm. façonne l'adulte qu'on va être en très peu de temps, finalement, en quelques années en partie. Et du coup, bah ouais, si ces gens, forcément, ça les renvoie à des choses vraiment trop douloureuses, moi, je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas envie de jouer au jeu. Mais à titre très personnel, moi, c'est aussi un jeu qui me permet d'aller fouiller là-dedans de façon fun, de façon légère, mais aussi de façon où je me sens en sécurité. Bon, ça dépend évidemment de ce qu'on joue, des gens avec qui on joue, etc. aussi. Mais c'est pour moi un cadre vraiment, vraiment génial pour se replonger dans tout ça. Et des fois, quand je veux pas m'y replonger, je peux aussi ne pas le faire. Parce que voilà, comme je disais, le jeu, il est riche, il a plein d'axes Mm. différents. Donc, on peut prendre un peu le parti qu'on veut là-dessus, j'ai l'impression. Ah, on peut jouer un peu ce qu'on veut en fait. Jérôme? Euh, Bah, pour le coup, je vais répondre des choses très proches de ce qu'a dit Coralie, donc je vais essayer de... euh, vraiment, c'est fondamental. Personne n'est obligé de jouer à Monster Mm. Heart. Enfin, nous, franchement, vous y jouez pas, vous l'achetez, ça nous suffit. Hein, achetez-le, ne revivez pas votre adolescent, il n'y a aucun problème. Donc, plus sérieusement, faut vraiment pas se forcer. Parce que Monster Heart est un jeu où on peut mettre des choses de soi à l'intérieur ou plus facilement que dans notre jeu. C'est une certitude. Donc vous forcez pas si vous n'avez pas envie. Par contre, si vous êtes prêt à jouer à un jeu qui aborde parfois des trucs difficiles, mais où on le fait de façon contrôlée et dans un environnement qui est cool en fait, où on s'en sert pour en faire quelque chose, euh, Monster Heart le fait ça. Et quand on parlait des outils pour voir un jeu sur l'adolescence, comme les séries sur le lycée, on va dire, il y en a plein. Mm. On peut très bien dire, ok, on n'aborde pas tel sujet, on n'aborde pas tel truc, et quand même trouver plein de choses à jouer. L'exemple que je prends tout le temps, moi, pour pas parler de ça, c'est quelque chose qui est dit par Avril Alder dans le bouquin, c'est les relations entre les profs et les lycéens. Quand on regarde une série sur les ados, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Le crush. Ouais, le crush ou plus, hein, l'acte, quoi. Et bah, dans les faits, c'est arrivé dans certaines campagnes de Monster Heart que ce soit un sujet. Et nous, la plupart de nos campagnes de Monster Heart, je pense que c'est pas un sujet, en fait. Et donc, ça peut être cette thématique-là, ça peut être plein d'autres. On le dit, et il reste quand même plein de choses à jouer. Mm. Ensuite, Avril, donc, comme disait Coralie, propose des outils pour gérer les moments difficiles. Moi, ce que je trouve génial dans Monster Heart par rapport à cette question-là, c'est que les questions sur la sécurité émotionnelle, ça a été super clivant pendant des années dans la communauté rôliste. On s'insultait là-dessus. Enfin, c'était
Euh, à mon avis, c'est souvent monté très très haut, alors que c'était pas nécessaire. Avery, dans son jeu, dit pas vous êtes des tarés si vous le faites pas, ou vous êtes des tarés si vous avez besoin de le faire. J'utilise le mot taré qui n'est pas le meilleur, mais c'est celui qui est venu. Par contre, elle explique comment le faire et elle file des outils pour ça. Et des outils très simples, en fait. Et elle se pose la question vraiment d'un point de vue pragmatique, et à tel point que ses conseils là-dessus donnent des idées pour le jeu, en fait. On voit comment on pourrait s'en servir pour faire des choses qu'on ne faisait pas. Dans les idées les plus simples, il y a effectivement faire attention au choix des mue. Mhm. Et une des idées qui est laissée, mais qui est vraiment bête à manger du foin, de simplicité, mais que personne n'utilise ailleurs, c'est de dire, par exemple, il y a un personnage qui utilise qui est lié à des thématiques qui sont un peu compliquées. Tu peux décider, on l'exclut du jeu, mais tu peux aussi dire, ok, je vais le prendre moi. Comme ça, tu as le contrôle dessus. Voilà, tu as le contrôle. Tu as le contrôle et tu es sûr que ça va être joué d'une façon qui sera compatible avec à la fois ton amusement en tant que joueur ou joueuse et les trucs que tu n'as pas envie de revivre. Tu peux aussi en parler avec la personne que la mue intéresse. En lui disant, ok, tu vas jouer ça, moi j'ai un problème par rapport à tel aspect, est-ce que tu es ok pour jouer ça, mais pas mettre tel élément? Et pareil, la personne en face, elle va dire aucun problème. Si elle n'est pas d'accord, là, sans doute, il y aurait eu un problème de toute façon. Mais on peut l'amener. Il y a plein de choses comme ça. On est vraiment sur des trucs ultra pragmatiques. La communication. Alors oui, la communication, mais comment la faire? Comment la faire? Des choses aussi simples que faire une pause. Tous ces éléments-là, en fait, c'est amené, mais c'est amené de façon ultra pragmatique. Néanmoins, malgré tout ce que je viens de dire, si vous n'avez pas envie de jouer à Monster Heart, il n'y a aucun problème. Tout à fait d'accord. Je voulais juste un peu dédramatiser parce que j'ai l'impression qu'ils voyaient le jeu un peu de manière malsaine et toxique, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Au contraire. C'est une autre façon d'en parler aussi. On n'est pas toujours très adroit là-dessus. Et du coup, c'est réglé. On a parlé un peu série télé tout à l'heure. Quelles sont les influences littéraires, cinématographiques ou artistiques qui ont inspiré l'autrice et l'équipe de développement pour la création du jeu? J'ai parlé de Ginger Snap, j'ai parlé de Twilight, mais après, elle s'est inspirée de pas mal d'autres choses, de Buffy évidemment. Mais il y a eu vraiment un côté où elle a fait ses devoirs, quoi. Elle cite Roswell dans les notes, elle cite Vampire Diaries. Il y a une mue qui s'appelle le Cerbère, qui est totalement inspirée par un personnage de Riverdale. D'accord. C'est le personnage de Jughead, si tu connais Riverdale. J'ai commencé à regarder depuis qu'on a discuté l'autre fois. C'est celui qui a le bonnet. Oui. Qui est... sincèrement, cette mue, c'est une mue, qui sera dans le tome 2, c'est une lettre d'amour à ce personnage. Enfin, faut vraiment... peut-être qu'elle dit que non, mais si, ça se voit. Ça se voit tellement. Et après, elle parle d'œuvres, ce qu'elle appelle camp, donc d'œuvres, je sais pas comment dire, exagérées, loufoques un peu, comme Kaboom, et ce que fait... c'est Steve Aoki, je crois. Non, je sais plus, Steve Aoki, c'est... J'ai un doute sur le réalisateur, parce que... je me demande si je confonds pas avec un musicien. Mais en tout cas, c'est la personne qui a fait le film Kaboom, notamment. Qui est un style justement qui est assez dans l'exagération et qui lui permet, par exemple, la métaphore de comprendre que ça doit pas être super subtil pour que ça marche. Quand elle parle de Vampire Diaries, elle dit Vampire Diaries, il y a des trucs où c'est moins travaillé que d'autres séries. Par contre, ça va très très vite, on perd pas de temps. Et ça marche super bien avec son jeu, avec le PBTA, etc. Donc voilà, il y a ces questions de... Enfin, il y a plein de choses qui l'ont inspiré, clairement. Et dans les notes de conception, elle explique un peu, pour certaines de ses œuvres, en quoi ça l'inspire.
D'accord. C'est cool. Et du coup, vous avez que ces notes de conception ou l'autrice, elle était aussi impliquée dans le processus de développement du jeu en VF? Oui et non, dans le sens, oui, dans le sens où chaque fois qu'on fait quelque chose, on lui montre, Ok. heu et qu'elle valide. Voilà, que ce soit, voilà, les illustrations, qu'est-ce qu'il va y avoir de notre fait, de notre parce que le volume 2 va être un mélange de traduction de certains de ses textes et de Sir Hawkins et de la création de notre part, à Jérôme et moi et donc du coup, bah, oui, on valide avec elle ce qu'on met dedans, voilà, on fait en sorte comme a dit Jérôme d'être le plus fidèle à sa vision possible. Donc du coup, là-dessus, oui, oui, clairement, on lui demande tout le temps son avis et sa validation afin qu'elle soit OK avec tout ce qui se passe, dans la gamme, quoi, on va dire. Ok. Et ça se passe comment? C'est juste d'envoyer les textes, de faire valider ou vous en discutez ensemble Alors, en général, c'est sur les. Alors, en fait, ça dépend à quelle étape on est. Au départ, notamment quand on a décidé de faire le volume 2, Mhm. on a beaucoup discuté de est-ce que ce serait bien de mettre tel élément ou tel élément, puisque a priori l'équivalent du volume 2, il n'existe pas. Il y a des éléments qui sont traduits, mais normalement il n'y a pas d'autre langue où il y a un volume 2 en fait, alors que le jeu a été abondamment traduit. Euh, et donc bah, il a fallu lui expliquer pourquoi. De la même façon, lui dire bah voilà, on pense que tel aspect c'est intéressant, la rassurer sur le fait que à aucun moment on va prétendre que tout le volume 2 est écrit par elle, mais dire qu'est-ce qui est écrit par elle, qu'est-ce qui est écrit par d'autres personnes, que ce soit super clair pour les lecteurs. Et après, il y a d'autres éléments, par exemple sur le détail des textes une fois en français. Bah, elle lit pas assez le français, donc effectivement, ça va aller vite, mais on a déjà vu avant, on lui a déjà expliqué, on lui a demandé son avis sur certains points, enfin, c'est pas, je sais pas comment dire, on lui a pas commandé de texte, par exemple, Mhm. mais je vais prendre l'exemple du supplément qui est dans l'écran, qui s'appelle The Blood of Misty Harbor, à ma prononciation près, et qui est en fait quelque chose qui a été sorti que dans la première édition, et qui n'existe plus en fait depuis que la seconde édition est sortie. Pour faire simple, c'est un. Alors, elle appelle ça une mini-série. En gros, c'est entre la mini-campagne. Enfin, c'est un scénario fait pour 3 séances, ou une mini-campagne en 3 séances. On l'appelle comme on veut. Et ça, par exemple, elle était super contente, et c'est plutôt elle-même qui nous a amené à le traduire et surtout à l'adapter à la seconde édition. Je sais pas si on l'aurait fait si elle avait pas donné l'impulsion initiale en fait. D'accord. Sincèrement, je sais pas dire. Et Donc enfin, ça se passe vraiment bien quoi. c'est cool. Et en fait, en VO, c'est Monster Hearts 2. Pourquoi c'est juste Monster Hearts en France? C'est un choix, c'est pourquoi? Alors c'est un choix, c'est vu avec elle aussi, on lui a posé la Mhm. question. Il y a plusieurs éléments en fait. Le premier, c'est que on donne très rarement le chiffre de l'édition dans les jeux de rôle, à part pour Donge. Euh, Ça arrive, mais en général, quand ça arrive, c'est parce qu'on a des discussions entre super spécialistes. Par exemple, savoir si on joue à Vampire V5 ou Vampire V20 ou Vampire Requiem V2, c'est des choses qui sont. Il y a des vraies différences. C'est normal de se poser la question. Par contre, pour la plupart des gens, ça passe un peu au-dessus de la tête, quoi. Et nous, on voulait que sur ce Monster Atlas, ce soit clair, et surtout qu'il n'y ait pas des gens. Comme on voulait aussi viser un public qui n'a pas forcément l'habitude de jouer au jeu de rôle, Mm. qui ne soit pas en train de se dire, Je connais pas c'est le Monster 1, Hearts je peux 2, mais pas. j'ai pas le 1, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pour ça qu'on a préféré parler des volumes, un peu comme, je sais pas, si on achetait des mangas, alors c'est effectivement pas la même chose, et en expliquant très clairement, attention, vous n'avez pas besoin de tout, le livre de base, c'est le volume 1. Le volume 1 suffit. Ok. Mais voilà, ça nous semblait, en fait, ça nous semblait être une pollution en gros, dans l'esprit des gens qui connaissaient pas déjà quoi.
Donc c'est pour le rendre un peu plus accessible justement Ouais. au public. Ok. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'univers dans lequel on joue? Comment est-ce qu'il se construit pour jouer? C'est un hack d'Apocalypse World. L'univers, en fait, on le construit ensemble autour de la table. Il y a un truc qu'on fait au début qui est expliqué dans, dans le jeu, c'est qu'en fait, on va faire un plan de classe. Donc, on va imaginer que la classe principale des élèves, dans laquelle ils se réunissent tous les matins avant de s'éparpiller un peu chacun dans leur cours pour la journée. On va la dessiner, quoi, tout bêtement. Et en fait, on va faire une espèce de séance de création collective où on va un peu définir les PNJ, savoir quelles relations on a avec eux, quelles questions on se pose à leur sujet. Et en fait, c'est assez efficace parce que ça permet de créer très vite des relations, des petites intrigues, en germe ou pas. Et en plus, ça permet pour la MC, donc la maîtresse de cérémonie, la MJ à Monster Heart, de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui intéresse mes joueurs là autour de la table, sur quoi ils veulent s'attarder, c'est quoi les sujets qui les bottent, qu'est-ce qu'ils ont envie de creuser. Et donc du coup, on va vraiment partir sur cette création collective là, et puis après, on va tisser ensemble tout ça au fil du jeu. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des small towns. Donc ça fait partie des éléments qui seront en partie pour certaines traduites dans le volume 2, où en fait ça va être des cadres de petites villes très très, on va dire, très spécifiques. Elles ont tout un truc très spécial et donc en une page, on va avoir un espèce de quête de petite ville dans laquelle jouer. Et enfin, nous, dans le volume 2, avec Jérôme, on est aussi en train d'écrire un cadre, mais ici beaucoup plus détaillé, sur une petite ville imaginaire de l'Oregon qui s'appelle le Snake Bay. Voilà, du coup, il y a, il y a, il y a différentes façons de faire, mais globalement, le cœur du truc, c'est qu'on construit l'univers ensemble, et puis après, voilà, on peut avoir des sources d'inspiration diverses et variées, ce qu'on va essayer de donner dans ce volume 2. Mais globalement, c'est vraiment un univers qui va être beaucoup co-construit pendant la partie, voilà, quand bien même il y a une UMC, des joueurs, etc., etc. Ouais, non, c'était très drôle de créer la salle de classe et de créer une petite histoire, une petite vie pour tous les gens de la classe. Il y a un autre élément qu'on voit assez peu sur les AP parce que c'est un peu compliqué à faire techniquement. C'est en plus de la salle de classe, du plan de la salle de classe qui est vraiment le truc de base, en fait, on est amené à faire le plan de la ville ensemble. Et souvent, si on voit des gens qui font un one-shot, le plan de la classe suffit, donc on s'embête pas forcément à faire le plan de la ville. Mais ça devient très vite très intéressant de commencer à dessiner tel quartier, tel endroit. Je sais pas, la maison d'un tel, elle est je sais pas, éloignée du lycée. Le loup-garou, il habite assez loin du centre-ville parce que c'est un redneck. Enfin, là, je prends vraiment les clichés les plus classiques. Mais c'est exactement, c'est comme la salle de classe en fait, ça permet de créer des choses et de les amener au fur et à mesure. Et c'est des petits outils qui marchent super bien, quoi. Quels sont les types de personnages jouables dans le jeu? Je sais qu'il y a une partie qui sont dans le volume 1 et beaucoup aussi dans le volume 2. Qu'est-ce qu'on peut jouer en fait? Il y a les grands classiques, hein, le vampire, le loup-garou. Alors, tous ces personnages, ils ont leur propre spécificité, évidemment. Mais globalement, il y a des personnages qui sont plutôt sur le devant de la scène, qui sont plutôt assez extravertis, on va dire. Par exemple, la reine, où c'est vrai que le loup-garou, il a une personnalité qui est un petit peu dominante, on va dire. Il y a des personnages qui sont plus en retrait, comme l'ombre ou le fantôme. Voilà, l'ombre, par exemple, n'a pas trop de personnalité, elle va essayer de copier les gens pour en avoir une, pour le dire vite. Le fantôme, personne ne le voit, du coup, il essaye de bien faire, mais personne ne le voit. Voilà, et après, dans le volume 2, effectivement, on va avoir des mus qui vont sortir un peu plus de l'ordinaire. Donc, Jérôme vous a parlé du Cerbère tout à l'heure, qui est clairement quelqu'un qui va protéger un endroit, qui va protéger quelque chose.
Il peut avoir aussi dans le volume 2 le Leshy, qui est espèce de personnage un peu qui représente la force de la nature à l'état brut. Voilà. Il peut avoir le Bakeneko, qui est un personnage qui est un petit peu décalé, voilà, qui fait un rien comme tout le monde. Là, quand on parlait justement de problématiques de est-ce que je m'intègre ou pas, voilà, il y a ce personnage-là. Bon, il y a l'élu sans trop de Buffy, quoi. questions à se poser, voilà. Buffy, voilà, exactement, ça c'est fait. Donc, ouais, voilà, il y a des trucs franchement plus original, genre la détraquante qui a un perso un peu Alice au pays des merveilles qui peut se promener entre les mondes comme ça. Voilà. Et Cécile tous les jours vers 17h qui met en ligne une présentation d'ému. Donc là c'est pas fini, il va en encore avoir dans les jours à venir probablement. Mais du coup, ouais, si vous voulez vous faire une idée rapide d'ému, vous pouvez les découvrir là parce qu'elle les présente en général en une petite minute pour dire un petit peu quelles sont les actions de la mue, quel type de personnage c'est. Voilà. Ok. Et vous avez une préférée, chacun? On nous demande ça Oh, oui. parfois, et c'est vrai que c'est dur à dire. Moi, comme je dis, j'ai beaucoup joué le fantôme, je me suis beaucoup amusée à jouer le fantôme. J'aime beaucoup la Ghoul aussi. J'aime bien le Bakeneko, parce que justement le côté ah je suis pas comme vous et tout ça de l'adolescence. Ça me fait tellement rire, notamment ça me rappelle certains musiciens que j'ai connus, que j'ai pu être, donc du coup c'est une mue que je trouve vraiment drôle quoi. Pour le coup, et j'en ai parlé, le Leshy est Sweat aussi parce qu'il il y a ce côté aussi un petit peu désuet, un petit peu en décalage, parce qu'en fait, il peut avoir une espèce de salle de trône dans un endroit naturel, un petit peu. Donc, j'aime bien aussi les mus qui ont un décalage entre quelque chose de très contemporain, très dans l'air du temps, et puis très désuet. D'un coup, on a une espèce de truc un petit peu fantaisie au milieu. On sait pas bien pourquoi et comment ça se marie dans l'univers très lycéen de Monster Art, quoi. Ok. Et toi, Jérôme? Alors, en tant que joueur, moi j'en ai une qui est ma préférée, il y a juste aucun doute là-dessus, c'est l'ombre. Qui est celle dont Coralie disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas de personnalité, mais on réglera ça. Non, mais en fait, c'est réellement le principe du perso, c'est-à-dire que ça peut se rapprocher un peu, je sais pas comment dire, genre du démon qu'on a invoqué dans un corps qui arrive là, mais qui sait pas quoi faire, qui sait pas trop comment se comportent les humains, et qui doit regarder un peu ce qui se passe pour comprendre, un, qui il est, deux, comment se comporter, etc. Mais ça marche, à mon avis, le meilleur exemple de l'ombre, c'est la créature de Frankenstein. Elle élève à la vie, et puis elle est face à un monde qu'elle comprend pas du tout. Et elle va essayer de gérer. Après, dans les mus que j'aime beaucoup, alors le Bakeneko, moi je l'aime pas trop parce qu'il me rappelle certains de mes propres travers, hein, on va pas se mentir. Et j'aime beaucoup, alors j'ai pas forcément envie de la jouer, mais le dragon. Le dragon, c'est une mue en fait qui, au lieu d'avoir un butin qui serait une pile de pièces d'or, son butin c'est sa popularité. Et le fait que les gens veulent être ses potes en fait. Et plus il a de potes qui le suivent, enfin de potes entre guillemets, hein, plus ça attire d'autres personnes. C'est un peu l'influenceur, non? Alors il y a une autre mue qui est plus l'influenceur, mais la version, on va dire, pas flatteuse du tout de l'influenceur, qui s'appelle Abila. Mais là, le dragon, c'est quelque part, c'est le banquier de la popularité en fait. D'accord. Et tant qu'il a une réputation où il est intouchable, on peut pas lui faire de mal. Enfin, ça dépend bien sûr des actions qu'on prend, mais globalement, c'est le roi du monde. Et il faut qu'il s'arrange pour que les autres aient des raisons de l'aider à se débarrasser de. Alors, ça s'appelle des conditions d'un point de vue technique, mais des entailles qu'il pourrait y avoir sur sa réputation, quoi. C'est une mue que je trouve très bien pensée pour le coup. D'accord. Et en tant que MC, c'est avec quelle mue vous avez eu le plus de plaisir à jouer en fait?
Je sais pas, il y a des mues qu'on aime plus embêter que d'autres, mais des mues qui sont plus faciles à embêter que d'autres, mais moi j'aime bien, en fait, j'aime bien les mues dont il est facile de retourner la puissance contre elles, genre la sorcière, le loup-garou. C'est des buts où oh là là, je suis très puissante, ouh là là, ça m'a échappé. Oups. Ah. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup embêter les âmes damnées. Et que c'est très, très facile d'embêter les âmes damnées. Donc, les Ouais. âmes damnées, pour expliquer, c'est quelqu'un qui, en gros, peut plus ou moins demander un bienfaiteur démoniaque, donc un démon, de faire plus ou moins ce qu'il veut. Et le démon lui dit pas de problème, pas de problème. Puis un jour, il lui fait payer ses dettes, en fait. Et là, il commence à y avoir des problèmes. Et le démon va demander des trucs carrément pétés au personnage. Ou alors, il peut lui dire d'accord, je t'aide sur ce truc-là, mais je te demande ça en échange. Et bien sûr, c'est toujours des trucs affreusement gênants. Très cher payé. Voilà, c'est très cher. En gros, c'est un dealer en fait, hein, c'est un dealer de souhaits. Et c'est très facile de créer du jeu avec ça, c'est très facile de cabotiser avec le démon. Parce que du coup, on n'est pas vraiment limité, on peut lui donner un peu la forme qu'on veut. Et du coup, ça nous fait un personnage avec lequel foutre la merde à la table, quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le système du jeu utilisé pour Monster Hearts, pour ceux qui connaissent pas forcément le PBTA, justement? Oui, bien Comment on sûr. joue? En fait, c'est un jeu où donc quand on crée son personnage, on a un certain nombre d'éléments, dont alors déjà, il y a des actions génériques que tout le monde peut faire et qui vont être les actions qui vont vraiment être les plus importantes dans le jeu. Donc allumer, par exemple, allumer quelqu'un ou le rembarrer. Voilà, on a cogner, fuir. Donc, ça fait, en gros, quand vous faites quelque chose qui peut rentrer enfin, qui recoupe cette action, quoi, et ben là, on fait un jet. Et le jet, donc en fait, il suffit de lancer 2d6. Donc 10 et plus, ça fait ce que vous voulez, c'est réussi, c'est chouette. Entre 7 et 9, il y a soit un prêt à payer, soit une conséquence. Et moins de 6, c'est un échec. Et là, c'est la MC qui va prendre un peu la main. Et donc, suivant les actions, en fait, il y a une petite liste à choisir par exemple, sur ce qui se passe entre 7 et 9. Et en fait, ça nourrit vraiment beaucoup la narration. Et de façon assez naturelle, ça permet ouais, d'avoir des événements qui viennent un peu rendre la partie intéressante. Par exemple, sur un jet d'allumé, si on fait entre 7 et 9, la cible, donc la personne sur laquelle on a fait le jet d'allumé, soit peut choisir de donner un ascendant, j'expliquerai ce que c'est les ascendants après, soit peut dire je me donne à toi, je te promets quelque chose que je pense que tu veux, ou je suis embarrassée et j'agis de façon franchement gênante. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a des conséquences spécifiques pour chaque action. Et aussi, votre mue aura des actions qui n'appartiennent qu'à elle. Et qui vont vraiment influencer la façon dont on va jouer souvent. D'autres points de règle qui sont intéressants, donc j'ai parlé des ascendants. Les ascendants, ça représente l'emprise qu'on a sur quelqu'un. Et en fait, c'est une ressource de jeu, c'est des points qu'on peut dépenser, par exemple, pour manipuler quelqu'un. Voilà, il y a aussi les conditions. Les conditions, c'est une blessure sociale, en fait. C'est une mauvaise réputation qu'on vous fait. Et pour s'en débarrasser, il faut vraiment y aller. Et les gens peuvent, par exemple, s'en servir contre vous, y compris d'un point de vue mécanique, quand ils font des jets. Donc, je sais pas, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer comme étiquette désagréable qu'on va nous coller à l'adolescence. Voilà. Donc, du coup, oui, c'est globalement assez simple d'un point de vue mécanique. Il y a d'autres subtilités, par exemple le démon intérieur. Le démon intérieur, c'est le pire côté de vous-même. Et en fait, il va se déclencher dans certaines conditions. Il va s'arrêter dans certaines conditions. Et quand vous êtes en mode démon intérieur, vous êtes vraiment dans le côté le plus obscur de vous-même. Vous perdez vraiment un peu le contrôle. Voilà. Et donc, c'est quand même assez cadré quand ça arrive et quand ça s'arrête. Voilà. Et en gros, on gagne des points d'expérience à chaque fois qu'on fait un 6 mois. Pas que, mais globalement. Et dès qu'on a 5 points d'expérience, on peut cocher une progression. Donc on peut choisir une progression. Ça peut être augmenter une caractéristique ou plein d'autres choses. Ça dépend. Voilà Ok. les grandes lignes. Je sais pas si j'oublie des choses, Jérôme.
Franchement, j'écoutais pas. Je connaissais le système. Désolé. Je me suis mais, endormie, bon d'accord. mais, C'est toujours plaisir. voilà, je vais partir parce que maintenant je meurs de honte. Je vous laisse. Mais non. Alors, tu vas peut-être pouvoir répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui rend le système de jeu unique et comment contribue-t-il à l'expérience de jeu? Ah, bah, je pense que c'est tout ce qu'a dit Coralie. Sans doute, ce qui rend le jeu unique, à mon avis, il y a plusieurs choses. Si on parle vraiment que de technique, il y a effectivement ces ascendants, ces questions de. Donc, l'ascendant dont parlait Coralie, c'est-à-dire à quel point on a de l'emprise sur les autres. Mhm. Qui sont des points en fait qu'on va s'échanger ou qui vont permettre d'alimenter certaines actions, certains pouvoirs de vos personnages. Il y a les mus, donc les personnages, la façon dont ils sont organisés. Mais à mon avis, ce qui rend vraiment, vraiment le jeu unique, c'est qu'on joue des adolescents au premier degré. Et on peut faire des trucs marrants, tout ça, mais on n'est pas là pour se foutre de la gueule des adolescents. On n'est pas là pour faire, je sais pas, prendre une voix cassée et puis faire oh non, mais je suis trop en rébellion contre la vie et tout ça, machin, c'est pas ça en fait. Ça, on va le garder pour, je sais pas, les réseaux sociaux ou quand on a un peu bu, quand on fait des soirées avec les potes et quand vraiment nos gamins nous font chier. Mais a priori, c'est pas la peine, quoi. Là, on est là pour jouer ces personnages parce que ces personnages nous intéressent. Ensuite, il y a les thématiques abordées. Par exemple, on a évoqué l'aspect sexualité. C'est rare qu'un jeu le fasse aussi en frontal que Monster Heart. Et ce qui est important dans la sexualité, c'est pas de décrire l'acte ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est le désir, en fait. Ce qui est important, c'est de savoir si qu'on peut être surpris par son désir. C'est tous ces éléments-là, en fait, tout ce que le jeu va apporter autour de la table, toutes les situations dans lesquelles il va nous mettre, le fait qu'il n'y ait pas de scénario, c'est assez courant dans les PBTA, mais c'est peut-être pas courant dans la plupart des jeux de rôle. Le fait de dire, l'histoire, c'est les personnages. Le cadre, c'est les personnages, et effectivement un peu ce qu'il y a autour. Le fait que personne ne soit maître, entre guillemets, de l'histoire, qu'on la partage, tous ces éléments-là, en fait, contribuent à faire de Monster Heart un jeu unique. Et tout ça est, alors pour le coup, superbement porté par la mécanique. Mais à mon avis, si on va dans le détail de la mécanique, on s'éloigne un peu de ce qu'est le cœur, ce qui rend le jeu spécial. Et ce qui rend le jeu spécial, c'est les situations qu'on joue, c'est les discussions qu'on a, c'est les situations en fait dans lesquelles on est. Je sais pas, comme je disais, j'ai joué dans le passé à des jeux qui se moquaient alors des jeux très bien, mais qui se moquaient par exemple des soap opéras ou des sitcoms. C'est très différent si on le fait avec cette distance humoristique, parodique, si on le fait au premier degré. Voilà, enfin, il y a tous ces éléments-là, mais c'est vraiment ces situations. Ok. Les valeurs du jeu sont soit un aspect essentiel dans le jeu de rôle. Quelles sont les valeurs du jeu que le jeu permet de transmettre aux joueurs à travers cette expérience, selon vous? Moi, ça fait toujours un peu bateau de le dire comme ça, mais je pense que là, pour le coup, ça se justifie de dire que c'est un jeu qui est vraiment aussi sur l'altérité, la différence, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment au cœur du jeu. Alors, bien sûr, on est toujours limité par sa propre vision du monde. Quand on veut faire ça, c'est évident. Mais il y a quand même des outils et des choses qui sont mises en place et des thèmes qui sont mis au cœur du jeu pour que quand même on soit plus ou moins obligé de s'y confronter. Par exemple, mécaniquement, l'action allumée dont je parlais tout à l'heure, en fait, on ne choisit pas. Enfin, si le jet d'allumé est réussi, en fait, on ressent de l'attirance. Après, on est complètement maître de la manière dont on y réagit. On peut choisir de ne pas y donner suite, de s'énerver, de faire comme si ça n'existait pas. Mais justement, comme disait Jérôme, pour que on soit surpris par son désir, et bien en fait, cette action-là, elle ne peut pas être. Enfin,
comme toutes les actions, en fait, il n'y a pas une idée de on va contrer, ah bah non, j'ai pas été attiré par cette personne, bah non, en fait, si tu l'as été, après tu en fais ce que tu veux, et évidemment. C'est important, je pense aussi pour les valeurs du jeu, qu'on puisse y réagir comme Mm. on a envie. Mais typiquement, si on fait ce que les règles exigent, on peut vraiment être surpris par son désir et décider que le personnage en début de partie il a telle orientation sexuelle, et pouf, la mécanique vient et dit bah peut-être pas, peut-être que c'est différent. Donc du coup, en termes de valeurs, je pense que c'est un jeu qui a évidemment des valeurs queer fortes qui le montre, hein, puisque c'est quand même un, un sujet important. Mais c'est aussi un jeu aussi qui a une grosse valeur d'accessibilité à plein de niveaux. Notamment, on dit souvent que c'est un hack d'Apocalypse World particulièrement clair, où on est vraiment guidé tout du long pour prendre le jeu en main, et qui rend un peu ce système moins impressionnant parce que justement on est très accompagné, il est extrêmement didactique, tout est concret, enfin tout est concret, tout est vraiment très bien expliqué, et il y a vraiment un côté très pratique. Et c'est la même chose pour ce qu'on appelle maintenant de façon assez courante la sécurité émotionnelle. En fait, le jeu, il donne juste des outils là-dessus. Il donne juste du concret. Il donne pas de jugement de valeur. Il y a vraiment beaucoup de concret, beaucoup de choses pratiques, et du coup, c'est aussi un jeu qui, je pense, porte une grosse valeur d'accessibilité, euh, qui est, euh, qui est vraiment réussi, à mon avis, là-dessus. Ok. Jérôme, quelque chose à rajouter ou... Un truc qui me semble important, c'est que malgré tout ce qu'on peut dire sur le jeu, qui peut faire effectivement un petit peu peur, Mm. c'est un jeu qui, malgré tout, n'impose pas grand-chose. Quand on parle des questions de désir, ou quand on parle de certains éléments qui peuvent se passer, en fait, on a souvent le choix de comment on y réagit. Et ça fait énormément de différence pour un jeu qui, comme ça, touche à des problématiques qui peuvent être difficiles, ou même à des contraintes qu'on peut avoir, parce sans avoir vécu des choses difficiles, on peut tout simplement ne pas avoir envie de jouer telle ou telle situation, des choses comme ça. Et le jeu est très clair là-dessus, sur la façon à la fois de poser ses limites, de pouvoir en rediscuter, de pouvoir les faire évoluer, et y compris dans ses règles les plus basiques, quoi. C'est quelque chose de très rafraîchissant, en fait, parce tout simplement parce qu'on se sent pas forcé, on se sent guidé, pour reprendre les termes de Coralie. Ça, c'est chouette. Je pense qu'on a fait le tour au niveau du jeu. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour jouer en virtuel? Parce qu'on parle beaucoup du volume 1, du volume 2, donc il y aura tout ce qu'il faut pour jouer, mais pour tous ceux qui jouent en distanciel, comment ça se passe? Alors, on a prévu des choses, seulement on va s'en occuper, en gros, quand les bouquins seront chez l'imprimeur. Tout simplement pour pas retarder le projet. Normal. On a, sur les news du projet notamment, alors, nous, sur le jeu en virtuel, il y a un truc où il faut qu'on soit à peu près transparent, c'est-à-dire que on joue pas mal en distanciel, ça nous arrive, on joue plutôt en présentiel, mais on joue pas mal en distanciel. Par contre, quand on joue en distanciel, en général, on joue sur Discord, et sans VTT, sans trucs comme ça. Ce qui fait qu'on est pas bon dans ce domaine-là. On connaît pas bien les différences et tout ça, enfin clairement. Donc on a demandé donc on a mis une news en fait sur la campagne pour dire ben voilà, on va essayer de faciliter les choses, voire d'officialiser peut-être certaines fiches sur les principaux VTT une fois que les bouquins seront chez l'imprimeur. En gros, entre ce moment-là et la sortie du jeu. Donc si vous avez, je dis ça pour les gens qui nous regardent, si vous avez des fiches ou du matériel que vous voulez qu'on valide, qu'on officialise sur des VTT, n'hésitez pas à venir nous voir, et sinon, dites-nous avec lesquels vous jouez. Parce que nous, on ne sait pas forcément quels sont les plus importants, on ne sait pas forcément lesquels utiliser, puisqu'encore une fois, nous, on joue sur un canal Discord. Par contre, on a prévu de mettre des choses à disposition, notamment on a prévu du matos pour Snake Bay. Si vous voyez la partie que Coralie a menée,
c'était sur la chaîne Super Geekette, enfin c'est visible sur Game Tabletop où on a mis les liens. Vous verrez qu'on a pas mal de matériel en fait et qu'on est prêt à essayer de faciliter la vie de tout le monde. Mais on a besoin d'un petit coup de main pour savoir comment s'y prendre. Alors on va s'y pencher, on a prévu de le faire. De la même façon, on a prévu de mettre à dispo des, je sais pas comment dire, j'ai des patrons, mais c'est pas le bon terme, pardon, des gabarits pour pouvoir créer ces mus. On a prévu d'essayer de... en fait, on va voir éventuellement pour faire des petites jams ou des choses comme ça pour créer du contenu pour le jeu, si ça intéresse du monde. Mais c'est pareil, chouette, tous ces trucs-là, on le fera une fois que les bouquins seront partis chez l'imprimeur, parce que l'objectif, c'est le lapin, c'est de pas être en retard. Normal. Alors, pour info, nous, on a joué avec la fiche Monster Hearts 2 de Roll20 en anglais. D'accord. Ça, par exemple, je sais pas. Alors, comme on m'a expliqué, mais comme ça varie selon les plateformes et que moi, j'ai jamais été que joueur sur ces plateformes, à part sur Let's Roll où j'ai un peu mené, c'est tout. Je sais pas à qui je dois demander pour avoir le droit de la traduire, mais si on peut la traduire, on le fera. Et en fait, ça existe sans doute déjà selon la plateforme. Donc Ok. voilà, on est nuls, venez nous expliquer, on vous remerciera. Déjà, il y a la volonté d'eux et ça, c'est chouette. Quels sont les retours de la communauté et de vos supporters qui vous ont particulièrement marqué jusqu'à présent dans cette campagne? Il y a eu des choses magnifiques. Il y a des actual plays magnifiques. Non, c'est super cool parce que c'est un jeu qui a un engouement où les gens sont comme des petits fous et comme nous, là, comme des fans, et ça fait trop plaisir. Ouais, notamment les retours sur les actual plays sont assez chouettes parce que on a eu beaucoup de gens qui disaient à quand la suite sur des one-shots qui n'étaient pas forcément prévus pour avoir une suite. Toi-même, tu sais à qui elle fait. Moi-même, je sais. Donc du coup, en fait, c'est trop bien d'avoir des retours comme ça ou des gens qui ont découvert le jeu un peu en mode bon, on sait pas trop, et puis en fait qui ont été super enthousiastes aussi. Donc on a aussi eu pas mal de retours vraiment chouettes sur les illustrations et l'identité, on va dire dans la forme qu'on avait choisi de donner au jeu, et ça c'est vraiment super chouette aussi. D'ailleurs, pourquoi avoir ouais. changé les illustrations? C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même ambiance que sur la version originale. Ouais, on a décidé effectivement de partir sur autre chose, ouais, d'avoir un côté où, comme disait Jérôme aussi, le but c'est de normaliser le jeu, voilà, notamment de le faire découvrir à des gens qui seraient pas forcément allés vers lui, qui le connaissaient pas avant, et pour être en boutique et clairement lui donner ses meilleures chances d'être vendu. On s'est dit que il fallait faire des choix graphiques qui étaient un peu différents que de la diffusion, qu'une diffusion par exemple que sur un site internet ou que par internet, etc. On a voulu aussi un peu s'adapter à ça. Voilà. Il y a un point là-dessus, moi, où je voudrais être très clair, parce que ça peut être compris de deux façons, ce que tu veux dire. C'est que les choix en termes d'ambiance, en termes de contenu, en fait, on a fait donc tous les choix avec Avril. La différence, c'est que, entre guillemets, les illustrations originales étaient beaucoup plus en noir et blanc, beaucoup plus simples. Enfin, je parle de la V2.1, la V1, c'est encore autre chose. Et on a fait le choix d'avoir des illustrations alors qui sont, on va dire, plus travaillées, plus grand public à ce niveau-là, mais absolument pas plus grand public par rapport à ce qu'elles montrent. C'est-à-dire qu'on va encore avoir des personnages qui auront une apparence très punk ou très queer ou ce genre de choses. On va voir par exemple dans les mus beaucoup de personnages, enfin un certain nombre de personnages qui sont non-binaires. C'est quelque chose auquel on était attaché. Ou si on regarde, clairement on ne sait pas. Tout à l'heure on a parlé de l'ombre sur le livre de base. On a autant de gens qui nous disent que c'est un homme, d'autant de gens qui nous disent que c'est une femme. On sait rien, on n'a pas envie de décider en fait. Mais on a essayé de faire gaffe à ce genre de choses.
Et on l'a fait avec Avery pour bien respecter tout ça. C'est vraiment sur on va dire sur la technique d'illustration où ça va changer, plus que sur le contenu. Et on a pas mal d'illustrations de Mu qui sont en fait très proches de ce qui était représenté dans la version originale, juste en utilisant des techniques différentes, avec de la couleur et tout ça. Ok. Et pour le financement, il se passe bien pour le moment? Comment ça se passe? Dites-nous tout. Bah, ça se passe bien, nous on est vraiment super contents parce que voilà, bah, comme c'est un jeu, on sait pas s'il allait intéresser beaucoup de monde ou pas. Au-delà de son noyau de fans qui connaissait déjà la version originale, quoi. Donc pour l'instant, ça se passe très bien et nous on est vraiment super contents. Ok, c'est à la hauteur de vos espérances ou exactement ce que vous pensiez ou au-dessus ou... Au-dessus. C'est bien au-dessus. Ah, c'est cool ça alors. Une bonne chose. Et une fois le jeu en boutique, est-ce qu'il y aura d'autres contenus qui seront créés par rapport à Monster Hearts ou ce sera tout bouclé en fait? Alors, Est-ce qu'il y aura a d'autres priori, choses? a priori, ce sera bouclé pour ce qui existe en boutique, sauf si l'autrice fait des suppléments. D'accord. Ça Ce peut qui être quel peut genre de arriver. supplément? Par exemple, elle a eu pendant très longtemps, alors elle a arrêté pour l'instant, peut-être qu'elle s'y remettra ou pas, l'idée d'un supplément sur le sport, D'accord. qui peut aussi porter pas mal de choses via Monster Hearts. Enfin, c'est d'ailleurs pas pour rien que dans pas mal de films et de séries ados, on voit un match en fait, un match de foot ou de cross ou de machin. Aujourd'hui, ce supplément n'est plus d'actualité. Et je pense que si elle le sort, ben, on regardera pour le traduire, bien sûr. Il est probable qu'on sorte du contenu, nous, sur notre site. Parce qu'on a des choses qui traînent, etc. Enfin, faut qu'on leur donne une bonne forme, quoi, avant de le publier. Mais on aimerait faire vivre le jeu. Par contre, a priori, on va pas créer des volumes 4, 5, etc. vitam aeternam, quoi. C'est un jeu qui se tiendra avec la gamme, quoi. Normalement, par rapport à ce qui existe, on va dire à l'international, il y a toute une scène de petits suppléments amateurs qui existent. Enfin, amateurs non officiels, c'est plus ça qu'amateurs. Je sais, nous, en fait, on peut pas les sortir en boutique parce que ça fait genre 2-3 pages. Enfin, personne les prendrait, en fait. Mais le volume 2, en fait, n'existe nulle part ailleurs. Et l'adaptation à la V2 avec l'écran et le supplément n'existe nulle part ailleurs. Donc on aura déjà beaucoup plus de choses que ce qui est disponible dans la plupart des autres pays, en fait. D'accord. Donc on va continuer sur un peu la partie un peu communauté. Comment Lapin Marteau compte créer une relation continue avec la communauté de joueurs après la sortie du jeu? Est-ce que vous allez continuer à surveiller un peu ce qui se fait sur le jeu? Comment ça va se passer? Alors oui, enfin surveiller, mais en tout cas suivre ce que les gens font, oui évidemment, ça c'est Surveiller dans clair. le sens suivre. Hein. Pas Qu'est-ce que vous stalker. faites avec ce jeu? Faut pas déconner. Ah, parce que moi j'imaginais plutôt l'autre, en fait. Ouais, Scandaleux. ouais, évidemment, ouais, on a quelques idées, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en place, mais typiquement, Jérôme vous parlait des gabarits de Mu tout à l'heure, et typiquement, bah, si les gens partagent les Mu qu'ils créent, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Donc je pense qu'au niveau de la communauté qui peut être très active et comme les jeux s'y prêtent, il y a moyen de partager des trucs, il y a moyen de partager des cadres, il y a quand même moyen de partager un paquet de choses. Donc on sait pas encore ce qu'on va mettre en place exactement, ou ce qui sera possible de faire. Mais oui, clairement, on a envie de voir et de suivre un peu ce que les gens vont faire du jeu, puisque c'est un de nos petits plaisirs. Ok. Là où on essaye de faire attention, en fait, c'est qu'on veut pas trop s'engager, pas trop promettre, sachant que derrière, il va falloir le temps pour le gérer. C'est-à-dire que, par exemple, nous, Lapin Marteau, on n'a pas de Discord, parce que tout simplement, on n'a pas le temps de faire la modération.
ou demander à des gens, etc. Et donc, si on fait ça, on sait que ça va prendre du temps sur la prod et comme on le disait tout à l'heure, Faut faire des choix. c'est un truc qui nous fait peur. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer plutôt d'aider la communauté à faire des choses que de les faire, en fait. Mm. Donc, on va regarder, mais on a des envies. En vrai, on a des envies, ne serait-ce que pour notre consommation personnelle, quoi. Donc, voilà, on va essayer de jongler entre ces envies et puis le fait d'être raisonnable et pas de se tirer une balle dans le pied. Ok. Et Je justement, sais pas ce qu'on va choisir entre les deux. justement, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce jeu de rôle en financement et qu'est-ce qui, selon vous, le rendra le plus mémorable pour les joueurs? Ah, le drama. Ah, le drama. On adore le drama. Moi, ce qui me passionne le plus dans Monster Heart, je pense que c'est, en gros, c'est ce qui m'a passionné le plus dans Buffy, c'est ce côté vraiment, on aborde des choses profondes sans en avoir l'air, sans mettre la pression et sans dire nous allons aborder des choses profondes. Mais vraiment en donnant les outils pour le faire à notre rythme, de la manière dont on veut le faire ou pas le faire. Et vraiment le naturel avec lequel il nous permet de créer ces histoires-là, en fait, qui sont à la fois qui peuvent être à la fois si légères et si profondes. Et je trouve qu'arriver à faire ça, moi, c'est vraiment la façon dont j'aime qu'on utilise le fantastique, mais même la fantasy, la science-fiction, tout ça, dont on utilise un peu le surnaturel et tous les genres de l'imaginaire d'une façon générale, quoi. Vraiment à prendre tout ce qui relève du surnaturel, entre guillemets, pour en faire quelque chose qui est très réaliste dans le sens qui nous touche avec réalisme, ou qui résonne avec notre histoire personnelle, notre vécu. Et ça, moi, c'est vraiment ça qui m'éclate avec ce jeu et son côté vraiment lâchez-vous, en fait. Explorer des trucs, allez-y à fond. Il y a des filets, on peut vraiment s'éclater avec ça, quoi. Et bon, et après, oui, évidemment, ça touche à des codes, voilà, de ma propre adolescence à cause des influences précitées. Donc, donc forcément, ouais, c'est un jeu qui me touche beaucoup et j'espère que il touchera vraiment les gens qui joueront de la même manière, quoi. Jérôme. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a un truc qui marque vraiment sur ce jeu, en tant que joueur ou que MC. Je vais faire deux réponses. La première, en tant que joueur et que MC, ce qui me marque, c'est les personnages. Avery dit à un moment, en fait, qu'ils sont imparfaits mais fascinants, ou l'inverse. Et c'est exactement ça, en fait. Moi, j'adore les persos. C'est un type de perso, mais j'aime même ce genre de perso dans les autres jeux. Juste là, c'est vraiment fait pour ça. Et je peux sans problème, là, par exemple, vous parler d'un personnage qui a buté Elvis sous son lycée lors d'une campagne à Toulouse. Je peux vous parler d'un loup-garou qui a fait un massacre dans le vestiaire de l'équipe de foot à Tarbes. Enfin, vraiment, c'est des souvenirs, quoi. Après, je vais pas citer les autres parce Coralie a joué pas mal des campagnes et tout ça, ça va être gênant. Mais il y a je sais pas, je me souviens d'une joueuse qui jouait un loup-garou et d'une longue discussion dans la voiture avec sa mère, en fait, qui lui explique plus ou moins qu'elle aime bien manger les gens et que ses copains ont l'air super appétissants, les autres PJ, quoi. Il y a pas mal de... Enfin, voilà, c'est des souvenirs, en fait. C'est des persos... je m'en souviens. J'ai envie de voir ce qu'ils deviennent. J'ai envie de découvrir ce qui va se passer, quoi. Ça, c'est le premier point. Le second point sur lequel je suis absolument fan de ce jeu, c'est en tant que concepteur, en fait. Je pense que Monster Heart, c'est un jeu qui est très facile d'un point de vue technique à regarder de haut. Parce qu'en fait, il n'a pas l'air très complexe. Et c'est vrai que en fait, tout a été fait pour limiter la complexité. Et il y a énormément de choses qui se passent par le choix des mots. Par la façon, je parlais tout à l'heure de la façon dont les menus sont utilisés, ça peut permettre de faciliter certaines actions, en fait, certains comportements des joueurs. Il y a énormément de choses comme ça qui sont en fait une façon de concevoir les jeux qui est très très fine, qui est très très bien, je sais pas comment dire, dosée, en fait, très bien gérée.
avec des choses toutes bêtes, hein. Mais par exemple, dans la première version du jeu et dans la plupart des jeux, les objectifs, ce que dans les PPT on appelle l'agenda souvent, c'est-à-dire ce que doivent faire les gens à la table, c'est quelque chose qui est donné qu'au MJ. Dans Monster Heart, c'est la responsabilité des joueurs aussi. La plupart des gens penseront que c'est un détail, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments du jeu où on peut se dire je vais abuser de tel truc ou tel autre. Non, parce que dans tes objectifs, dans l'engagement que tu as fait en gros à t'asseoir à la table, c'est de rendre la vie des personnages intéressante, c'est de faire ce que demandent les règles, c'est d'être honnête. Et enfin voilà, il y a plein d'éléments comme ça. C'est un jeu qui est vraiment, c'est une masterclass d'un point de vue game design, mais pas pour l'aspect technique. Enfin, l'aspect technique est bon, il n'y a aucun problème. Mais moi, je le trouve super inspirant pour tout ce qui passe et qui n'est pas ce qu'on appelle d'habitude le système de jeu, mais qui en fait en fait partie, quoi. Voilà. Je pense que ça intéressera 3 personnes, mais moi, je suis à fond là-dessus. Non, mais c'est chouette. Est-ce que on... Enfin, 1, 2, 3. Quand est-ce que les livres seront en boutique? Quand est-ce que ce sera livré? Enfin, c'est prévu pour quand, tout ça? Normalement dans le dernier trimestre. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu de faire des conventions ou autres prochainement? Ou est-ce qu'on peut vous trouver Alors vous là, hélas, rencontrer? on ne sera pas Octogone, 1000 fois hélas, cette année. On a souvent cette réaction qui nous fait encore plus mal à notre cœur. Mais ouais, alors les conventions, on en fait, mais très souvent, là, typiquement, on n'en a pas qui sont prévus sur l'agenda. On reprend petit à petit parce que, comme tout le monde, on s'était arrêté à cause du Covid et on essaye de reprendre petit à petit. Mais voilà, comme on l'a dit, c'est vrai que c'est même si on est super content d'y aller, c'est voilà, c'est de la logistique et tout, donc il faut qu'on prenne le temps de s'organiser, de le faire, de venir. Mais en tout cas, voilà, on sera dans des conventions très probablement. On ne sait pas encore lesquelles, ni quand, ni comment, mais Ok. Après, s'il y a des gens qui veulent nous inviter une fois que le jeu est sorti, qu'ils se fassent plaisir, qu'ils nous envoient un mail et puis on leur répondra. Ça marche. Je mettrai le mail dans la description. Et du coup, on arrive sur la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot pour justement les fans du jeu ou les contributeurs et tous ceux qui ont soutenu le Monster Heart? eh ben, un grand merci. Voilà pour le petit mot. Et c'est grâce à vous et dans le fait d'être fan du jeu ou d'y croire si vous ne connaissez pas encore, qui va nous permettre de le faire découvrir à encore plus de gens et de le faire vivre. Et en plus, on va pouvoir, j'espère, avoir vos retours de partie on a toujours hâte de découvrir ce que vous allez faire avec le jeu, ce que vous allez créer avec, ce que vous allez explorer avec le jeu, même si c'est parfois intime et qu'on ne veut pas savoir. Si ça touche à vos traumas d'adolescence, évidemment, ou à vos bons souvenirs d'adolescence, parce qu'il y en a aussi quand même. Et ouais, voilà, et c'est super de partager quand on est fan un jeu dont on est passionné comme ça et de voir qu'il crée cet engouement chez les autres. Et du coup, merci pour ça parce que c'est vraiment très très cool. Jérôme. Moi, au départ, je pensais répondre on vous a bien eu, mais finalement, ça n'aurait pas été une bonne idée. Non, effectivement, jouez au jeu. J'allais dire parlez-en et puis parlez-nous-en. Et venez nous montrer ce que vous faites avec, créer des trucs autour. En fait, prenez du plaisir à jouer avec ce jeu, quoi. Et allez-y, c'est fait pour ça. Et nous, on sort pas le jeu pour que dans 2 mois on n'en parle plus, quoi. Est-ce qu'il y a des formats particuliers qui vous feraient plus plaisir que d'autres en retour? Qu'est-ce qui vous rend le plus curieux en fait? Moi, j'aime bien les actual play parce qu'on voit vraiment comment les gens ils jouent au jeu, pour le coup. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on voit ce qui est pareil que ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui diffère un peu, ce que les gens font, ce sur quoi ils ont envie de mettre l'accent. Ça, c'est vraiment un truc intéressant, je trouve.
On évoquait tout à l'heure une vidéo, alors qui est pas encore sortie, donc je sais pas trop si je devrais en parler, mais sur une autre chaîne, je pense qu'il suffira de regarder ce qui sort vendredi, ou notamment des gens qui ont joué en fait alors ils n'ont pas fait d'actual play pour le coup, c'est une autre chaîne rôliste. Ils ont joué au jeu et ils ont discuté ensemble en fait pendant, je crois que ça dure 20 minutes, je sais plus. Ils discutent du jeu et ils se posent des questions sur ce qui s'est passé dans la partie. Et en fait, c'est très agréable à suivre, même si on n'a pas joué à la partie, parce qu'ils ils font en sorte que ce soit agréable pour les viewers, bien sûr. Mais ils se posent des questions, par exemple, en se demandant est-ce que tel élément était dans le jeu, ou est-ce que c'est un truc que tu as rajouté, ou moi j'aimais tel aspect, mais j'ai pas trop compris comment ça s'est passé, ou pourquoi il y a eu ça. Et ça permet d'avoir un retour qui soit pas Coralie ou moi qui revenons vous expliquer qu'il faut acheter le jeu, parce qu'il faut aller l'acheter, et que ce soit vraiment des gens qui jouent et qui n'ont pas intérêt, en fait, qui ont juste des plaisirs, une expérience qu'ils ont partagée, parce que c'est quand même à la base pour ça qu'on va autour des tables de jeu, quoi. Et ce type de truc, je trouve ça très chouette, mais après, voilà, tout ce qui existe, c'est cool, et puis si ça nous sert pas à nous, ça servira à d'autres personnes. Mais si vous deviez en recevoir personnellement, en fait, aussi, des retours. Pas que des diffusions ou autres, si jamais, par exemple, mon voisin qui n'a pas de chaîne YouTube joue et qu'il a envie de partager avec vous son expérience, qu'est-ce que vous aimeriez savoir, en fait? Ce qu'il a le plus marqué, en fait. Les trucs qu'il a aimés, les trucs qu'il a pas aimés, mais s'il devait revenir en sortant de sa partie 3 phrases ou 3 éléments, ce serait quoi, en fait? Ce qu'il a ressenti, quoi. C'est vraiment plus ça, c'est un jeu qui est là-dessus, quoi. J'ai pas besoin, moi, de connaître les détails de sa fiche de perso. Y a pas de souci, quoi. Par contre, ça va être souvent les situations de jeu. Se dire, tel truc, j'ai fait telle chose, moi, j'aurais jamais pensé. Je vais prendre l'exemple de, encore une fois, de la partie qu'a fait Coralie, c'était chez les Super Geekettes, où on a une discussion parce qu'elle a mis un élément du scénario qui était lié en gros à un membre de la famille d'un des personnages. Typiquement, moi, en one shot, j'aurais jamais fait ça, et ce que j'ai dit à Coralie après la partie, si tu m'avais demandé mon avis, je t'aurais dit ne le fais pas. Et en fait, ça s'est super bien passé, et c'était très très bien de le mettre en scène. Typiquement, ce genre de retour, bon là, c'est entre nous, hein, c'est facile, c'est beaucoup plus simple, mais c'est des éléments de jeu, c'est des situations, et du coup, moi, l'envie que j'ai, c'est que la prochaine fois, je fasse ça. Alors bon, ce sera sûrement... je le ferai sûrement pas, parce que Coralie sera sûrement à la table, mais... mais voilà... Je vais winner Monster Heart après. Voilà, des situations, des faits de jeu, et des ressentis, quoi, surtout des ressentis. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat avant que je coupe? Parce que moi j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous quelque chose que vous voulez dire pour vendre votre jeu? Par c'est bon, mangez-en. Je réfléchis. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de questions sur le chat. Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter là, ou... Vas-y. Moi, j'ai juste une question. Coralie, elle a dit quoi pendant que j'écoutais pas tout à l'heure? Tu verras sur le replay. C'est ça. C'est ça. Elle va me forcer à y aller, hein. Tu te rends pas compte? Eh oui, c'est ça. Ranignon, c'est assez clair, il n'y a plus qu'à jouer. Pas de questions, mais merci aux deux lapins pour nous amener ce jeu. Voilà. Est-ce que vous avez pledge, vous, sur le chat? Non, pas trop de questions, les lapins parlent super bien du jeu au point de me donner envie d'y rejouer. Ça fait plaisir. Vas-y, Sandrone, rejoue au jeu. Oui. D'ailleurs, si tu veux jouer... Bref. Sandrone, viens y jouer avec nous, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Viens y jouer avec nous. Tomuna pledge, oui, GG. C'est gentil.
Bon, sur ce, merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Il y en avait beaucoup. Ça a duré longtemps, je suis désolée. Avec plaisir, c'était un plaisir de venir. Et on se revoit bientôt. Des bisous à tous. À bientôt. Bah, bientôt. Merci. Bye.